Bienvenue sur Apply DI. Plus que quelques heures et c'est les vacances. C'est le moment de faire un petit point d'étape. Donc voici ce que vous allez voir aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais vous montrer le workflow complet d'un assistant conversationnel. Ensuite, je reviendrai sur les enjeux pour mettre cet assistant en production et une première vision du LLMOps. Et pour finir, je proposerai une feuille de route pour la mise en place des pratiques GenAI et des outils. Quand on imagine assistant conversationnel, souvent on a une vision assez simpliste de ce qui se passe à travers l'assistant. Quand un assistant répond à une question à un utilisateur, on imagine qu'il y a un prompt, système prompt pour appliquer le rôle que doit prendre l'assistant. On sait également qu'on doit mettre en place un RAG, donc du Retrieval Augmented Generation, pour pouvoir enrichir le contexte pour accéder à de la donnée privée. Et donc à partir de ce prompt enrichi, le LLM va produire une complétion, une réponse correspondant à la question de l'utilisateur. Donc ça, généralement, c'est ce qu'on imagine. En réalité, la réponse à une interaction avec l'assistant est bien plus compliquée que ça. Il y a une chaîne de traitement qui doit être réalisée pour arriver à la complétion finale, que ce soit pour la protection en entrée, donc ce qu'on appelle les guardrails, ou en sortie. Il y a tout un tas de méthodes qu'il faut mettre en place afin, par exemple, de prendre en compte l'historique de conversation, enrichir la question afin qu'elle soit vraiment compréhensible et utilisable par le LLM, réaliser le RAG avec différentes méthodologies, augmenter le LLM avec des actions, des fonctions ou mettre en place un système multi-agent pour répondre à des cas d'usage plus ou moins complexes. Évidemment, mettre en place tout un tas de mécanismes de supervision, de monitoring afin de s'assurer que la réponse soit pertinente et qu'elle utilise bien les informations qui sont fournies. Donc en fait, mettre en place un assistant IA est en fait beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine et le nombre d'appels au LLM sur une seule interaction utilisateur sont très nombreuses afin de s'assurer que tout se passe bien. Donc faire passer à l'échelle des applications non déterministes, comme le sont les LLM, c'est extrêmement difficile. En tout cas, ce l'est encore plus si on n'a pas défini un bon cadre. Donc là, je reprends une présentation qui a montré OpenAI en novembre dernier, qui sépare les différents éléments en 4 piliers. Tout ce qui est expérience utilisateur, la gestion des connaissances et des outils, la partie évaluation et monitoring, et la partie orchestration des LLM. Donc les enjeux qu'on identifie sur cette partie-là, en fait, sur la partie expérience utilisateur, la difficulté, c'est de gérer l'incertitude des interactions, puisqu'on ne maîtrise pas complètement la façon dont le LLM va répondre et pas du tout non plus ce que l'utilisateur va pouvoir prompter, va pouvoir saisir comme question. On est sur un cadre beaucoup plus souple, beaucoup plus flexible, beaucoup plus interactif et conversationnel. Donc, maîtriser cette expérience utilisateur est déjà un premier challenge. Ensuite, sur la partie évaluation et monitoring, la mesure de la qualité du service rendu est également extrêmement importante. On doit mettre en place un certain nombre de mesures qui sont pas du tout les mêmes mesures que l'on pouvait mettre en place sur des applications classiques. Idem sur la partie orchestration et interaction avec le LLM, toute la problématique de temps de réponse et également la gestion sur la façon dont les coûts sont produits avec la consommation de tokens en entrée en sortie qui est très différente et qui dépend beaucoup de l'utilisation qu'on a des LLM. Ensuite, sur la partie gestion des connaissances et des outils, donc l'idée c'est d'étendre le LLM avec un certain nombre de fonctionnalités, de bases vectorielles par exemple, ou des appels de fonctions. Mais évidemment, ça reste le LLM qui est le chef d'orchestre de tout ça et il reste pas totalement déterministe sur son comportement et donc il faut, d'un point de vue applicatif, savoir le gérer. Pour ça, il y a un certain nombre de pratiques qui sont à mettre en place. Les pratiques qui sont présentées sont celles que présentait OpenAI comme étant les plus importantes et principales à mettre en place dans un premier temps. Donc, par exemple, garder l'humain dans la boucle ou une conception centrée par les utilisateurs, les guardrails pour tout ce qui est expérience utilisateur, la partie automatisation des tests, évidemment, mais l'usage des LLM pour pouvoir faire l'évaluation des tests, parce qu'une fois qu'on passe à l'échelle, c'est extrêmement difficile de se baser sur des jeux de tests qui sont complètement construits par des humains. Donc, la démarche de création de jeux de tests, de versionning des jeux de tests et d'automatisation de génération des jeux de tests est quelque chose d'hypersensible, qu'évidemment l'ancrage du contexte avec le RAG, les sorties structurées à base de JSON par exemple, les différentes approches, Enough-Thought, l'extension des modèles avec les React, les appels de fonctions, tout un tas de pratiques. Je pense que la majorité d'entre nous ont mis en place. Voilà, donc ça c'est un premier état des lieux sur ce qu'il faut couvrir. Donc c'est assez intéressant puisqu'on voit qu'il y a certaines choses qu'on connaît bien et d'autres qu'on avait peut-être en vision mais qu'on n'a pas mis en place. Par exemple la partie sémantique cache qui peut être assez intéressant et le routage vers des modèles moins chers.
On vient un peu sur une question de feuille de route du GenAI, donc comment on va passer des premiers projets où on a fait de la proof of value vers le passage de mise à l'échelle. Donc je reprends les différentes catégories qu'on a vues précédemment, donc l'expérience utilisateur, l'orchestration des LLM, la gestion des connaissances et des outils et l'évaluation. On rajoute un certain nombre de catégories basées sur le LLMOps, comme le data management, l'observabilité, la capacité à faire des expérimentations, l'expérience développeur et également tout ce qui est API portal et gateway. Et les enjeux qu'on va en face. Donc à partir de là, j'ai construit une petite roadmap sur les pratiques à mettre en œuvre en fonction qu'on soit du niveau de maturité, donc démarrage, croissance et au-delà. Donc voilà, on retrouve sur la partie démarrage, on retrouve la partie garde-fou, chain of thought, la partie RAG, les recherches sémantiques, les évaluations par les LLM, le RAG triad, tracing des LLM. Ensuite, quand on passe sur la partie croissance, on retrouve l'enrichissement de prompts, les conversations de starter, les modes agentiques par exemple, tout ce qui est query expansion, qui est hyper important, la construction de suites d'évaluation et les évaluations par les LM, le monitoring passif, etc., etc. Et ensuite, dans l'étape d'après, on est sur au-delà, on a tout un tas d'approches beaucoup plus avancées en fonction des besoins et des opportunités qu'on rencontre et des cas d'usage et des problématiques qu'on rencontre. Par exemple, l'hybrid search, le monitoring actif, le knowledge graph, le routage vers des modèles moins chers. Dans cette étape-là, j'ai rajouté des expériences utilisateurs un peu plus avancées, comme Artifact, que vient de proposer Anthropic avec son Claude 3 Sonnet, et le multimodal UI également, que j'ai commencé à expérimenter sur certains de mes projets qui offrent des possibilités vraiment très intéressantes. Voilà, donc ça c'est une proposition de roadmap de mise en place de pratiques en fonction de son avancée sur les projets pour y aller étape par étape avec une approche produit, une approche MVP. Et enfin, je propose différents exemples de solutions qui sont possibles de mettre en œuvre pour répondre à ces différentes pratiques. On en retrouve certains qui sont connus, évidemment LangChain, Lama-Index, Chroma. Voilà, l'objectif, c'est pas d'être exhaustif là-dessus, mais c'est d'avoir quelques idées de où se positionnent les différents produits et solutions et à quels besoins cela va répondre. Donc là, au deuxième trimestre, j'ai créé une formation GenAI pour les développeurs afin justement de prendre en main ces différentes pratiques. Donc toutes les pratiques qui sont en gras sur cette feuille de route, c'est des choses qui sont couvertes par ma formation. C'est une formation que j'ai déjà donnée par 3 fois déjà. Donc c'est une formation qui commence à être bien rodée. Et si ça vous intéresse que je vous accompagne là-dessus, n'hésitez pas à venir me contacter. Voilà, c'est une formation de 2 jours qui est toute prête, que je fais vivre au fur et à mesure en fonction des évolutions des différents frameworks utilisés, pour faire passer jusqu'à l'étape croissance de ces projets et voire même un peu plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, partager, de vous abonner. Je vous souhaite un bel été, profitez bien des JO et à la rentrée. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous aimeriez voir sur la chaîne et ce que j'ai pu oublier dans ma roadmap. À bientôt sur ApplyDI.